Je pense qu'on peut démarrer. On salue ceux qui nous voient et qu'on ne voit pas. Vous qui me voyez et que je vois, je vous salue. J'espère que vous êtes bien reposés le long week-end. Oui, allez-y. Donc là, pour ceux qui sont dans le net, dans le cloud, on est en train de distribuer les maquettes, les supports de travail, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'est disponible, je pense, dans la plateforme, n'est-ce pas, Mounir? Maintenant, juste une petite parenthèse. Il y a un document important que j'ai appelé tableau de suivi périodique, c'est-à-dire mensuel, trimestriel, annuel, semestriel, de trésorerie. Voilà, donc souvent, ça c'est le premier document que vous devez avoir comme entrepreneur. Souvent, vous mettez beaucoup d'argent dans votre poche, vous dépensez, mais en fin de journée, vous ne savez pas faire la part des choses. Combien j'ai dépensé, combien il me reste. Donc ce document-là va vous aider à vous organiser en fin de journée. Donc tout ce qui rentre, même si c'est 1 franc, il faut le mettre en recette. Tout ce qui sort, même si c'est 1 franc, il faut le mettre en dépense. Et chaque fois vous mettez ce que j'avais en solde d'ouverture, plus les rentrées, moins les sorties, c'est ça qui me donne le solde final. On l'avait mis dans le tableau. Solde final égale solde initial, plus entrée, moins sortie. Ce qui fait qu'en fin de journée, vous devez être en mesure de savoir votre solde à l'ouverture, le total des recettes de la journée, le total des dépenses de la journée et le solde final. Donc là, ça permet pour les caissiers, en fin de journée, de pouvoir faire le décompte entre ce qu'ils ont en billet et ce qu'ils ont inscrit sur le document. Voilà, donc aujourd'hui, quelqu'un encore pour lire, étant entendu que quelqu'un c'est homme ou femme. Donc vous descendez jusqu'au plan comptable, presque à la fin du chapitre. Donc là, c'était un aperçu sur les principes comptables, le classement des comptes par chapeau, c'est-à-dire par classe. Et maintenant, voilà. Donc voilà le référentiel. Première page, venez au début. Voilà. Comme on l'avait vu pour la classe numéro 1, c'est les comptes de ressources durables qu'on avait vu au niveau du passif du bilan. Et vous avez les comptes, ce que l'on appelle les comptes principaux. Donc c'est à 2 chiffres, vous avez le capital et ici vous avez l'emprunt. Ici vous avez le crédit bail. Crédit bail, c'est des sociétés qui existent, qui vous donnent le matériel et chaque mois vous payez le loyer. Maintenant, en fin de période, en fin de contrat, vous avez la possibilité d'acheter le matériel à un prix vraiment dérisoire ou bien de rendre le matériel. Donc vous avez les subdivisions du compte capital. Donc vous avez capital social. Social, c'est parce que c'est une société. Et qui dit société dit au moins deux actionnaires. Il y a le capital par dotation. Par exemple, les établissements publics, eux, ils ont un capital par dotation. À la première année de leur activité, de leur début d'activité, on leur donne une subvention qu'ils vont mettre en capital par dotation. C'est pour pouvoir rouler. Capital personnel, quand c'est une entreprise individuelle. Compte de l'exploitant. Par exemple, quand vous êtes exploitant de votre propre entreprise individuelle, vous n'avez pas besoin de... si vous voulez vous octroyer un salaire, mais tout ce que vous injectez comme recette dans l'entreprise sous forme de prêt à court terme, ça vous le mettez dans le 104. Recette ou dépense. Si vous utilisez les comptes de l'entreprise individuelle pour payer votre facture de loyer, là vous le mettez au début du compte de l'exploitant.
Si en fin de mois, il n'y a pas de trésorerie pour l'entreprise et vous utilisez votre compte bancaire personnel pour payer les salaires, là, vous le mettez au crédit du compte de l'exploitant. Et en fin d'année, vous allez prendre le solde du compte d'exploitant et vous allez le remonter dans le compte personnel. Donc ça veut dire que le compte individuel, c'est comme un compte à capital variable. Bon, primes liées au capitaux propres, ça c'est des trucs un peu compliqués qu'on fait en comptabilité des sociétés. Écart de réévaluation, réévaluation active, réévaluation passif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous démarrez avec une entreprise, le matériel coûte 100, ou bien le terrain coûte 100. Vous restez 10 ans, 20 ans, le terrain a pris de la valeur, il faut faire de la réévaluation. Comme le capital, on ne peut pas le toucher, parce que lui, il est exceptionnel. Il n'y a que une session extraordinaire du conseil, mais vous le mettez dans le 106 en attendant. Voilà. Voilà, action, capital souscrit non appelé. Ça, c'est pour les, par exemple, quand on vous dit société anonyme, bon, il faut libérer au quart, c'est-à-dire le reste, vous le mettez dans le 109. Capital souscrit non appelé, capital souscrit appelé non versé, ou bien capital souscrit appelé non versé, appelé versé, gna 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 gna. Donc il y a trop de complications. Hein? Ça, d'habitude, c'est quand vous ouvrez une société, c'est le notaire qui fait tout ça. Hein? Vous ne faites que prendre les derniers éléments et les porter en comptabilité. Maintenant, ensuite, on a le 11. Donc, vous voyez, c'est classé par ordre. Hein? Descendez. Oui. Sur le sur le compte de capital. Voilà, bon, en fait, ce compte-là, le compte 10 capital, toutes les opérations entre les actionnaires et l'entreprise, en termes de dette, c'est ça, c'est là où on va les consigner, dans ces comptes-là. Maintenant, comme le CISCOA est prévu pour toutes sortes d'entreprises, bon, ici vous allez voir l'entreprise individuelle, ici vous allez, 101, vous allez voir la société, ainsi de suite, quoi. Bon, de toute façon, dans les exercices, vous allez voir l'utilité de chaque compte, quoi. C'est bon? Maintenant, vous voyez, il y a le compte 11, je vous l'avais dit, réserve légale, réserve statutaire ou contractuelle, dans les statuts. Réserve réglementée, c'est les réserves libres, quoi, et autres réserves. Souvent, vous voyez, pour des sociétés, les grandes sociétés comme Sonatel, en fin d'année, distribution de dividendes, ils disent résultat, quote-part du résultat affecté à la distribution de dividendes, ponction sur les réserves pour augmenter la masse à distribuer. Descendez. Report à nouveau, c'est-à-dire dès que vous calculez, en fin d'année, total recette moins total dépense, ça vous donne le résultat. En attendant d'affecter ce résultat, donc vous le mettez dans le 130. Vous voyez, 130, résultat en instance d'affectation. Maintenant, si vous ne voulez pas distribuer le résultat sous forme de dividende, vous le mettez en report à nouveau. Si c'est créditeur. Si c'est débiteur, ça veut dire que vous avez une perte. Donc vous le consignez en report à nouveau en attendant d'avoir des lendemains meilleurs, quoi. Maintenant, dans le compte de résultat, on verra la subdivision du résultat, c'est-à-dire le résultat par strate par rapport à l'activité commerciale, c'est ça qu'on appelle la marge brute sur marchandise, par rapport à la valeur ajoutée, vous voyez, c'est marge brute plus produit intermédiaire moins charge intermédiaire, excédent brut d'exploitation, c'est valeur ajoutée moins charge de personnel. Résultat d'exploitation, toutes les recettes d'exploitation moins toutes les charges d'exploitation. Résultat financier, toutes les recettes tous les produits financiers moins toutes les charges financières. Et vous avez les deux là. Le résultat, soit c'est un bénéfice, vous le mettez ici, en attendant d'affectation, soit c'est une perte, vous le mettez ici. Mais ça, on le verra après. Ça, c'est juste un aperçu. On peut aller très vite. Descendez.
Donc, vous avez tout ce qui est 15 provisions réglementées. Bon, ça, c'est un peu technique. Descendez, remontez un peu, remontez un peu. Voilà. Voilà. Il y a ce que l'on appelle les plus-values de cession à réinvestir. C'est compliqué, quoi. Quand vous vendez votre immeuble, il y a une plus-value sur cession. Quand c'est une main-value, ce n'est pas grave. Mais quand c'est une plus-value, ils croient que c'est un enrichissement. Donc, il y a des techniques pour réinvestir ça. C'est compliqué, quoi. Bon, ça, il faut le laisser au comptable. Allez au... Il n'y a pas de 16. Si, 16, c'est les emprunts. Remontez. Donc, tout ce qu'on aura contracté comme emprunt, quelqu'un avait posé les questions sur emprunt obligataire. Vous voyez. Comme emprunt et dette auprès des établissements de crédit, quand vous empruntez auprès d'une banque, et autres. Dépôt et cautionnement reçus, par exemple à la caisse de dépôt et consignation, tout ce qu'on reçoit des entités ou des tiers, on les met dans le 165. Et l'entité qui verse là-bas va le mettre dans le, on le verra, dans le 265. Dépôt et cautionnement versé. Ici, il va dire dépôt et cautionnement reçu. C'est comme quand vous déposez autant, quoi, votre caution de garantie à la Sénélec. Sénélec va le mettre dans le 165. Et vous, vous allez le mettre dans le 265 comme une immobilisation financière. Hein. Bon, intérêt court sur emprunt, ça après, c'est un peu compliqué. Dette de crédit bail, je vous ai expliqué, descendez. 18, c'est dette liée aux participations et comptes de liaison des entreprises et sociétés en participation. Quand il y a des opérations réciproques hein, entre deux actionnaires dans le cadre d'une société en participation, là, ça passe par les comptes 18. Là, c'est un peu compliqué. Donc, société de participation, c'est-à-dire c'est des sociétés qui économiquement existent, mais juridiquement n'ont pas de papier. On est là pour juste faire une campagne agricole. Mon ami agripreneur, là. On n'a pas besoin de créer une société parce que ça dure que 3 ou 4 mois. Donc, chacun vient avec son actif et son passif. Son financement, on gère l'affaire. Et en fin de saison, on se partage les bénéfices et chacun disparaît. Maintenant, s'il y a des prestations réciproques, on passe par les 18 pour équilibrer nos comptes. Donc, provision financière pour risques et charges. Bon, là, c'est quand vous avez un contentieux avec un employé, il y a de fortes présomptions comme quoi que vous allez perdre le procès. Là, il faut provisionner, hein, parce que c'est ce que l'on appelle les dettes provisionnées. On le verra dans le cours. Donc, vous voyez, c'est autre provision financière pour risques et charges, pour amende et pénalité. C'est bon? Ou bien, vous prétendez avoir bien déclaré vos impôts, le fisc vous dit non, l'affaire est pendante devant la justice et on vous donne même la possibilité d'aller déposer un cautionnement à la caisse de dépôt ou bien dans une banque hein, pour qu'on vous laisse travailler le temps de vider l'affaire. Si vous êtes sûr ou bien il y a de fortes présomptions comme quoi que vous allez perdre ce procès-là avec le fisc, l'administration fiscale, c'est ça le fisc, là, il faut évaluer ça parce que c'est par principe de prudence. Sinon, il ne faut pas rester jusqu'à la condamnation pour pouvoir débourser beaucoup d'argent. Donc, vous êtes pris au dépourvu. Et tout ça, la contrepartie, c'est des charges fictives que vous créez pour diminuer le résultat. Parce que si vous déclarez un bon résultat, un gros résultat, vous allez payer dessus aussi des impôts. Et vous n'aurez aucune provision. Donc, on descend. Voilà, ça, c'est les comptes de la classe 1 que vous avez vu grosso modo. Un de chacun. Maintenant, on en vient en 1,
classe de compte d'actifs immobilisés. Donc, il y a les immobilisations incorporelles. Il y a les immobilisations corporelles à partir du 22. Donc, vous avez les terrains, descendez. Donc, c'est 21, 22, 23. Donc, vous voyez, il le classe par ordre croissant. Et quand je dis ordre croissant, c'est par liquidité croissante. Bâtiment, installation, agencement, 24. Matériel, quand tout ce qui est matériel et outillage. Donc, vous voyez les agripreneurs là, vous avez une partie dédiée, donc c'est matériel et outillage agricole. On y va. Oui. Donc, vous voyez matériel de transport. Si vous achetez un véhicule, c'est matériel de transport, véhicule de livraison, véhicule de service, véhicule de fonction, c'est matériel de transport. Donc, vous voyez, 246, ce que je vous disais, immobilisation animale et agricole. Donc, c'est là où vous allez mettre tout ce qui est plantes à long terme et animaux à long terme, comme les vaches à lait, les poules pondeuses, ainsi de suite, les arbres fruitiers. Donc, vous, dans le cadre du référencement de vos activités, vous pouvez prendre 246, 1, immobilisation animale. 2, autres immobilisations, comme les plantes, ainsi de suite. Donc, on descend. Donc, on les considère comme du matériel. Donc, allez de l'autre côté. Oui, remontez. C'est bon. Voilà, remontez. Donc, on a vu 21, 22, 23, 24. Voilà. Maintenant, c'est 25. C'est les avances et acomptes versés sur immobilisation. 26, c'est les titres de participation. Donc, 26 et 27, c'est les immobilisations financières. Donc, pour faire le résumé, 21, c'est immobilisation incorporelle. 22, 23, 24, 25, c'est immobilisation... Non, 24, jusqu'à 24, c'est immobilisation corporelle. 25, 26, 27, c'est immobilisation financière. 25, on n'a pas encore de facture. On vous donnez une avance au fournisseur pour la livraison du matériel de transport, par exemple. Là, c'est une créance que vous avez sur votre fournisseur. Donc, c'est une immobilisation financière. 26, c'est les titres de participation. Donc, vous voyez, part dans les GIE. Les autres qui disaient que les GIE, c'est des associations, ils sont là. Ils sécrètent des bénéfices. Donc, une structure qui ne sécrète pas de bénéfices, moi, je ne vais pas aller prendre des parts dessus. Donc, ensuite, voilà, 27, c'est les autres immobilisations. Créance sur l'État, prêt au personnel, titre immobilisé, dépôt et cautionnement versé, 275. Là où on avait 165. Maintenant, on en vient aux amortissements. Quelqu'un l'avait dit. Chaque année, le mobilier ou le matériel perd sa valeur. Donc, il faut le constater dans les comptes d'amortissement. Ici, c'est le compte de réserve, 28. Ensuite, pour les provisions, c'est les comptes 29. Quelqu'un vous doit, il a déménagé, vous n'êtes pas sûr de recouvrer votre créance à 100%, il faut provisionner, soit intégralement ou partiellement. Là aussi, c'est principe de prudence. Descendez. Marchandises, vous voyez, tout ce qui est 31. Ensuite, 32, matières premières et fournitures liées. Allez-y, prenez un de chaque. 33, autres approvisionnements, matières et consommables, fournitures d'atelier, emballage. Dans les sociétés industrielles, ils gèrent la comptabilité des emballages. Allez-y, 34, produits en cours. Avant d'être finis, les produits sont en cours de fabrication. Il y a même des services en cours. Voilà, services en cours. Quand vous devez faire un développement informatique, vous êtes à 75% de degré d'achèvement, c'est un service en cours. Et vous avez les produits finis, n'est-ce pas?
C'est bon? C'est bon? Voilà, donc remontez de l'autre côté. Donc là, le dépliant bleu, il vous donne le détail de tout ça. Ça, c'est le résumé. Mais ça, c'est le détail. Produits intermédiaires et résiduels. Donc, on l'avait dit, tout ce qui est copeaux, litière là. Litière en fin de, comment vous l'appelez? En fin de saison ou bien de cycle. En fin de bande, c'est des produits... non, c'est des produits résiduels. C'est les déchets. Rebut, c'est quand on jette ça à la poubelle, quoi, on l'écarte. Déchets. Parce que ici, les déchets peuvent nous donner de la contrepartie monétaire, même si c'est infime. Alors que les rebuts, on les jette. Voilà. Vous appelez le gars là qui achète les trucs, ça c'est pour les déchets. Mais les rebuts, lui, il vient, il enlève à ses frais. Matière de récupération. Voilà. Stock en cours de route aussi, ça, il faut le... En fin d'année, vous avez commandé, c'est en train d'être livré dans les avions ou par mer. Là, il faut le mettre comme stock en cours de livraison. Descendez, dépréciation des stocks. Voilà. Quand il y a des avaries, ainsi de suite, il faut le mettre en dépréciation. Descendez. Donc, vous voyez que la comptabilité a tout prévu. Tout. Maintenant, ce n'est pas en entreprise que vous allez utiliser tout ça. Il faut prendre ce qui vous intéresse et vous l'adapter à votre contexte. C'est tout. Fournisseurs et acomptes versés. Donc, là, c'est les comptes 40. 41, c'est les clients. Donc, le 40, c'est un compte de dette. Le 41, c'est un compte de créance. Descendez. Personnel, c'est 42. Quand vous devez au personnel, le salaire n'est pas encore déboursé, mais vous le constatez en fin de mois. Ça, c'est dans le 42. 43, c'est les organismes sociaux, IPRES, Caisse de sécurité sociale, mutuelle. Descendez. 44, c'est de l'autre côté. 44, c'est l'État. Là où je travaille. Que j'aime bien. Mais État n'est pas égal à politique. Souvent, les Sénégalais, là, ils disent que oui, ils voient ADR, ils croient que vous êtes politicien. Et ils jettent, ils gâtent, ils incendient. Ce n'est pas sérieux. Nous sommes des fonctionnaires. Donc, nous sommes comme des agents, des salariés, mais de l'État, du gouvernement. Voilà. Des fois, on ne fait rien et on nous prend à partie. Hein? Oui. Une fois, je devais aller faire des cours de DSC, là, diplôme supérieur, grève des étudiants. Ils barrent la route, les deux voies là, du canal là, avant de prendre le pont. Le gosse, il se met torse nu, il prend un gros truc, une grosse pierre, il dit, si tu avances, je brise. Non, mais quand même. Hein? Je n'ai rien fait, parce qu'il a vu adhérer. Voilà, État et collectivités publiques, descendez. Donc, si vous constatez des dettes avant de les payer à l'État, comme les impôts locaux, les impôts directs, les impôts indirects, ou les droits d'enregistrement, vous le mettez dans le 44. 45, c'est organismes sociaux. Donc, vous devez recevoir une subvention, par exemple, de l'ONU. Là, vous le mettez dans 45. 47, c'est débiteurs et créditeurs divers. Donc, ici, il y a des créances, débiteurs, et des créditeurs dettes. 48, c'est des créances et dettes HAO. On suppose que tout ce que vous faites dans le long terme, comme acheter des immobilisations, c'est des HAO. Donc, quand vous achetez du matériel de transport, c'est fournisseur d'investissement. Mais si vous achetez de la marchandise, c'est 401 fournisseurs d'exploitation. 49, c'est les dépréciations sur les comptes clients. Je vous disais tout à l'heure, votre client vous doit 100, il a déménagé et vous n'avez aucune nouvelle de lui. Il faut provisionner la créance par mesure de prudence. Donc,
Le but de la provision, l'impact, c'est juste une diminution du résultat de manière fictive pour créer des réserves au cas où vous devez perdre ça. C'est ce qu'on appelle perte sur créance. Vous vendez et vous perdez. Donc, compte 5, voilà, ça c'est le nœud de la guerre. C'est pourquoi on travaille, on étudie pendant des années. C'est la trésorerie. Si on n'a pas les poches pleines, on ne vaut rien dans cette société-là. Donc, vous avez les titres de placement. Ici, c'est des obligations à court terme. Bon, ensuite, vous avez les valeurs à encaisser. Donc, vous voyez effet à l'encaissement. Quand on dit effet, c'est les billets, lettres de change et billets à ordre qu'on avait vu la fois dernière. Chèque à encaisser, c'est-à-dire dans certaines entreprises comme Senelec, c'est des grosses entreprises, ils ne peuvent pas, à chaque réception de chaque client, c'est des milliers de clients, aller déposer ça automatiquement à l'encaissement. Ils le constatent d'abord dans chèque à encaisser. Ensuite, ils cumulent ça. Le lendemain, ils vont dresser un bordereau de versement de chèque. Et tant que le chèque n'impacte pas le compte bancaire, ils vont le mettre dans le chèque à l'encaissement. Comme ça, en faisant le relevé du compte, on va savoir qu'est-ce qu'on a encaissé qui est encore en entreprise, qu'est-ce qui est en entreprise et déposé en cours de dépôt au niveau de la banque, et vous le verrez après, qu'est-ce qui a impacté le 52, qu'est-ce qui a impacté effectivement le compte bancaire. C'est comme un tamis, quoi. Avec diamètre, gros diamètre, diamètre moyen, diamètre réduit. Donc, warrant, c'est des sortes d'effets. Coupon échu, tout ça. Et vous avez maintenant le compte 52, banque locale. Donc, SGBS, vous allez le mettre peut-être dans le 52-11. Si vous avez plusieurs banques, vous mettez 52-1 ou bien 0,1 pour avoir une liste truc. 0,1 SGBS, 0,2, ainsi de suite. Il y a des sociétés ou des entreprises qui ont des comptes bancaires dans toutes les banques de la place. Et je pense que ça fait entre 20 et 24. Ouais. Ensuite, vous avez 53, chèques postaux, la banque postale ou bien trésor. Société de gestion et d'intermédiaire, c'est les CGF Bourse, Impaxis. Quand vous voulez acheter des fonds communs de placement, des actions même, des obligations, vous pouvez passer par eux. Parce que vous, en tant que partenaire, particulier, voilà, vous ne pouvez pas aller directement au niveau du marché financier ou bien au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. Il y a des spécialistes, des intermédiaires, vous passez par eux et forcément vous allez leur payer des commissions. Parce que c'est eux qui connaissent les termes, c'est eux qui connaissent le marché. C'est comme quand les agripreneurs, là, vous faites la production, mais vous passez par des intermédiaires. C'est difficilement que vous allez directement vendre vos produits. Donc, passez par des intermédiaires qui prennent leur commission. Des fois, même à domicile, sur place. Et des fois, eux, ils intègrent. Vous croyez que vous perdez, mais non, parce qu'eux, ils intègrent la main-d'œuvre, ils intègrent le transport. Donc, vous allez vendre à un bas prix. Eux, ils déboursent. Maintenant, ce qu'ils revendent, avec ce qu'ils revendent, ça leur permet de couvrir leurs frais. Donc, c'est normal que quand ils se déplacent à domicile, qu'ils achètent moins cher qu'au niveau du marché. Parce que si vous devez payer, si vous avez un véhicule de livraison, vous devez payer le carburant, le chauffeur, voilà, le stockage, le péage, si vous passez par le péage, tout ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. 57, c'est la caisse. Non, 56, crédit de trésorerie ou d'escompte. Vous voyez, escompte de crédit de campagne, escompte de crédit ordinaire. Quand on escompte les effets, c'est ici qu'on le met, 56. Bon, il y a d'autres instruments de trésorerie. Donc, tout ça, c'est des instruments ou bien des produits qui existent au niveau des banques et qui vous permettent de travailler avec elles en finançant votre cycle court d'exploitation. Le cycle long, c'est l'emprunt.
Le cycle court d'exploitation, c'est les dettes à court terme. Descendez. 57, c'est la caisse. Donc, si vous prenez par exemple Sénélec, caisse siège social. Donc, s'il y a plusieurs caisses, vous mettez 57 11 hein, 01 caisse X, 02 caisse Y, Z. Et maintenant, au niveau des succursales dans les régions, vous dites que région de Thiès, c'est 1, région de Kaolack 2, vous allez mettre 57 21 1 Thiès, et vous identifiez les caisses individuellement. De telle sorte qu'en faisant le cumul, la balance, vous pouvez, pour chaque localité, savoir le total des caisses. Même sur Excel, vous triez, ça le range par ordre et vous mettez sous total. Automatiquement, en 30 secondes, non, 5 secondes, vous avez l'information. Parce que chaque application comptable permet de faire des déversements sur Excel. Donc, dès que vous avez la balance détaillée, le système peut vous le déverser sur Excel et vous pouvez, pour chaque localité, avoir la situation. 58, c'est là où on fera les virements de fonds. On prend de la caisse, on met à la banque, on passe par le compte 58. C'est ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, un compte béquille ou bien un compte tampon. 59, c'est les dépréciations et risques provisionnés de trésorerie. Le caissier qui commet l'irréparable, qui fait de la soustraction frauduleuse de vos avoirs en caisse, en attendant de vider le litige, il faut rétablir la caisse et vous mettez ça dans la dépréciation. Descendez. Donc là, de 1 à 5, c'est les comptes de bilan. 6, 7, 8, c'est les comptes de résultats. Ou bien, d'abord 6, c'est les comptes de charge des activités ordinaires. 6, activités ordinaires. 7, produits activités ordinaires. 8, c'est produits et charges hors activités ordinaires. Donc là, chapeau 60, c'est achat et variation de stock. Donc vous voyez, achat de marchandises, matières premières, descendez. Variation de stock de marchandises. 604, achat stocké de matières et fournitures consommables. 605, autres achats, et vous verrez le fameux 60-55, fournitures de bureau. Quand vous achetez du papier, ainsi de suite. 608, emballage. Oui, remontez de l'autre côté. Voilà. Donc là aussi, vous voyez 60, 61, classement par ordre. 61, transport. Et vous voyez la différence entre transport sur vente et transport de pli. Donc tout ce qu'on aura comme timbre fiscal, comment dirais-je, timbre poste, c'est transport de pli. Les autres, c'est les transports de personnel, transport sur vente, transport sur achat. Ça existe, je ne le vois pas, mais ça existe. Ainsi de suite. Et maintenant, tout ce qui est timbre fiscal, c'est 64, on le verra en bas. C'est des droits d'enregistrement et de timbre. Service extérieur A, donc tout ce qui est location, sous-traitance, redevance de crédit bail, descendez. Entretien et réparation. Prime d'assurance. Il y a des sociétés qui payent des primes d'assurance pour le personnel. Descendez. Études et recherche. Vous voyez. Des fois, il y a certaines entreprises, études et recherche, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Comme par exemple, ceux qui vendent les smartphones. Ils ont des frais de recherche, d'études. Voilà. Maintenant, quand c'est de gros montants, ils l'immobilisent en frais de recherche et développement. Ils l'amortissent sur 3 ans. Publicité, quand vous payez des frais de pub. 64, vous voyez donc ici, 64, c'est impôts et taxes. Donc les timbres fiscaux, vous allez les mettre ici. Ici, 646. Descendez. Quand vous payez des pénalités et amendes fiscales, c'est 647. Par exemple, on redresse l'entreprise, redressement fiscal.
Hein? Ça, vous le mettez dans le 647. Donc 63, c'est les services extérieurs B, donc les frais bancaires, il faut le mettre ici. Hein? Donc chaque fin de mois, vous payez ce que l'on appelle les AGIO. AGIO. Les honoraires, descendez, frais de formation, échappe, voilà, frais de formation, ouais, ça allait vite, voilà, donc tout ce qui est honoraire, quand vous payez les honoraires des notaires, les frais de mission, ainsi de suite, vous le mettez à 63. 64, c'était impôts et taxes. 65, remontez un peu. 65, c'est autre charge. Et là, vous voyez, vous facturez, le gars ne vous paye pas, vous le mettez dans perte sur créance. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui ne vous paye pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il vous dit, oui, la dette ne tue pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous le mettez en perte. C'est tout. Charges diverses, dont. Donc, ce que vous avez donné à votre copine, là, vous le mettez ici. Donc, chez nous, à la fac, il y avait quelqu'un qui était très fort en comptabilité, très désorganisé. On l'appelle CPD, charges et pertes diverses. Maintenant, c'est un grand patron. Maintenant, vous avez les charges provisionnées sur les stocks, les créances. Donc, quand vous touchez les 39, vous débitez le 659. C'est la charge fictive que vous créez pour diminuer le résultat. Descendez. Et voilà le fameux compte charge de personnel. Même si vous tenez votre comptabilité au sein du ménage, homme ou femme, quand vous payez la femme de ménage, vous le mettez dans charge de personnel. Hein. L'État aussi, il met nous, ce qu'on nous paye comme salaire, on le met dans le 66 de l'État. Vous, ce que vous payerez comme salaire, soit parce qu'il y a des entreprises, pour les entreprises individuelles, moi je vous conseille de ne pas faire de la caisse une vache à lait. Fixez-vous un salaire, à la fin de chaque mois, vous autopayez, et au moins vous limitez les dégâts, quoi. Parce qu'il y a certains... J'avais une patronne là, chaque fois, elle me dit, ouais, Zal, nous sommes dans caisse. Zal, jox-moi 500 000. Zal, jox-moi 1 million. Et au finish, on se rend compte que c'est beaucoup d'argent. Hein. La caisse là, les trous là, ceux qui font les trous de caisse là, ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Tous les jours, vous prenez un petit montant, mais en fin de mois, c'est beaucoup d'argent. Hein. Heureusement, chaque fois qu'elle disait, oui, donne-moi, moi je prenais la peine de lui faire signer un truc. Quand elle me dit combien j'ai de dettes envers l'entreprise, je lui dis 30 millions, elle n'en revenait pas. Ah, 30 millions, c'est 1 million chaque jour. Si l'entreprise est liquide, mais l'entreprise peut sécréter ça, hein? 1 million par jour, c'est rien du tout. 1 million, c'est rien du tout. 1 million, vous allez à... Comment ça s'appelle là? Avant Radisson Blu. Hein? Si Plaza. 1 million. Okay. 1 million, c'est rien du tout. En tant qu'entrepreneur, vous là, 1 million, c'est rien pour vous. 1 million. Vous devez raisonner en termes de milliers, millions. Milliards, c'est trop ambitieux. L'autre jour, on discutait là, il y a certains qui ont présenté des projets à coût de milliards. Ça, il faut être réaliste. Vous venez de démarrer quand même. Il faut... C'est vrai, il faut voir gros, mais avant d'atteindre le milliard, quand même. Qui va vous financer des milliards là? Même l'État ne peut pas financer, ne peut pas débourser des milliards. Et vous présentez des projets à milliards. Ça, vraiment, dès le départ, c'est voué à l'échec. Je ne sais pas comment vous présenter, mais dès le départ, je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, mais ce n'est pas réaliste. Là aussi, si vous faites un dossier de financement bancaire ou bien auprès des organismes qui financent, il faut leur proposer quelque chose de bancable.
Mais vous n'allez pas demander des pays sous-développés comme nous là. Hein? Si 80 personnes, si chacun on lui donnait 1 milliard, c'est combien? 80 milliards. Quelle structure ici a 80 milliards à financer? Ce n'est pas possible. Donc démarrez avec un petit montant, payez, faites en sorte de payer, de sécréter assez de recettes pour pouvoir couvrir les charges, soldez et demandez un montant supplémentaire. Mais chaque fois, il faut faire un business plan. On ne peut pas demander de l'argent ex nihilo, quoi. Ou bien faire un business plan fictif et on vous donne 10 millions, mais vous ne savez pas quoi en faire. Dès que vous avez les 10 millions, par A ou par B, les proches vont le savoir. Parce que là où vous avez des yeux rouges, vous allez avoir des yeux blancs, pas comme les miens là. Là où vous êtes renfrogné, vous allez sourire. Wow. Là où vous allez acheter un sandwich, vous allez commander un repas copieux. Donc les gens vont savoir. Hein? Et là, eux aussi, ils ont des besoins à financer. Donc quelqu'un va venir vous dire que oui, j'ai un problème de 1 million. Bon, vous dites 10 millions moins 1 million, il va me rester 9 millions. Vous donnez, mais dès qu'un montant sort de l'enveloppe, c'est fini. Hein? Ça part comme beurre au soleil. Maintenant, si vous n'avez pas de différé à la banque, la fin du mois qui suit, l'octroi du prêt, ils vont vous dire rembourser avec les intérêts. C'est là où vraiment vous allez arpenter le sentier du désert, quoi, la traversée du désert. Et vous allez tirer la langue si vraiment vous n'avez pas utilisé la manne là à bon escient. Donc en période de vache grasse, il faut être rationnel pour préparer les périodes de vache maigre. Ça c'est valable même dans la vie. Ce n'est pas uniquement valable pour l'entreprise. Hein. Deux questions. Oui. Il y a M. Fall qui suit depuis Petit Mbao. Petit Mbao, wow. Qui dit il voudrait savoir si vous pouvez l'éclaircir sur la notion de comptable matière. Oui. Quel est son rôle dans une entreprise par rapport à un comptable financier? Bon, on note comptable matière. Comptable, son Rôle. Et différence entre comptable financier. Différence comptable. Financier. On note, on termine ça. D'accord. Et on continue. Hein. Il y a une deuxième question. Oui, deuxième question. Ça a été posé par Saliou Seck. Saliou. Seck, oui. Mon homonyme avec IO. IOU. Moi, c'est OUM. Lui demande. Donc, ici, il s'appelle comment le gars de Mbao? C'est Bamba Fall. Bamba Fall. Ouais. C'est pas Bamba Djifal. Oui. Lui demande donc Saliou Seck demande la différence entre immobilisation corporelle et incorporelle. Ok. Saliou Seck de quelle localité? Lui, il suit depuis Môle 8, ici à Dakar. Môle 8. Ah, lui, il n'est pas loin? Oui. Bon, Môle, je ne sais pas s'il y a chapeau ou pas. S'il y a chapeau. Voilà. Différence entre immo. Et une troisième question. Immo corpo. Corporel et incorporel. Incorpo, oui. Et dernière question posée par Omar Sy. Omar Sy. Oui. Pas celui de la France, hein? Oui. Il voudrait savoir s'il y a une norme qui définit la durée d'un cycle, court ou long. Norme définissant ouais. La durée d'un cycle court ou long en parlant de production. D'un cycle court ou long en parlant de production. Donc lui, il est de Omar Sy? Omar Sy, il est de Louga. Louga, voilà. Voilà. Donc là, on met en stand-by. On termine. S'il n'y a pas de questions, je réponds. Avec l'aide de mes experts maintenant. Donc 66, ça c'est personnel national. 661 personnel national. 662, si vous avez des expatriés, certains en euros, c'est personnel non national. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit que les Chinois, si vous voulez qu'ils vous mettent en place une unité de production agricole,
clé en main. Ils peuvent vous facturer le matériel et les services. Et même vous proposer quelqu'un qui va venir sur place et faire le job. Donc ce gars-là, si vous le recrutez pour un certain temps, vous le mettez dans le 662 en termes de salaire. Donc vous voyez qu'ils sont pragmatiques. Hein? Descendez. Et je m'intéresse beaucoup à l'agriculture depuis que j'ai découvert Agripreneur, quoi. Bon, descendez. 664, charge sociale. Donc on le verra. Il y aura un tableau résumé que je vais vous faire pour vous faire la distinction entre charge patronale, charge sociale, charge salariale, ñamagna ñamagna. Donc il y a un tableau très simple qui résume des années et des années de cours et plusieurs bouquins. Et vous l'avez une seule page. Bon, 666, c'est rémunération et charges sociales exploitant. Donc si vous autopayez des salaires, tout ce que vous verserez comme charge sociale, vous le mettrez ici. Hein. Bon, rémunération transférée de personnes extérieures, ça on verra après. Voilà, autre charge sociale. 67 frais financiers et charges assimilées. Donc les intérêts sur emprunt, vous le payez ici. Hein. Bon, intérêt dans loyer de crédit bail, là aussi vous le mettez ici. Escompte accordé, ça c'est dans le cadre de vos facturations. Parce que dans les factures, il y a ce que l'on appelle les réductions commerciales. C'est les rabais, remises, ristournes. Et il y a ce que l'on appelle les réductions financières. Donc l'escompte en fait partie. Hein. Il y a autre intérêt, escompte des effets de commerce. Donc tout ce qui est 67, c'est frais financiers. Perte de change, donc vous avez un fournisseur à l'étranger. Quand vous achetez, le dollar était bien, mais quand vous payez, le dollar s'est déprécié. Donc ce que vous perdez comme gain de change, comme perte de change, vous le mettez dans le compte 676. Parce que vous allez débourser plus que ce que vous aviez prévu. Maintenant, il y a certaines structures, quand c'est des gros montants, comme l'État, hein, l'État qui a des fournisseurs étrangers, mais l'État paye en milliards. Maintenant, pour se prémunir des variations de change, il y a des techniques qu'on appelle comme les swaps. C'est en anglais, quoi. Les swaps, c'est-à-dire au moment de rédiger le contrat, on dit que, quelle que soit la variation du cours du dollar, moi je paye 500. Voilà. Mais ça aussi, il faut supporter des frais. C'est mieux que d'aller dans l'inconnu, quoi. Voilà. Maintenant, il y a des opérations avec, par exemple, les pays de l'Union européenne, là, la conversion, la parité, elle est fixe. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, dotation aux amortissements, tout ce que vous constaterez comme dépréciation du mobilier, vous débitez le 68 et vous créditez la réserve 28. C'est le 68, descendez, et c'est pareil pour les provisions. Hein. Donc, vous débitez le 69 et vous créditez le 29. Descendez. Voilà. Donc ça, pour vraiment ne pas tomber en faillite, il faut doper ce poste-là. Compte de produits des activités ordinaires, notamment les ventes de marchandises, les ventes de produits finis, les ventes de produits intermédiaires, et vous voyez, les ventes de produits résiduels. Donc les copeaux là dont je vous parlais, les litières là en fin de cycle, c'est ici que vous allez les constater. Donc il paraît que c'est 1000 francs par sac. Donc 1000 sacs, ça vous fait combien? 1 million, hein? Mine de rien. Ah ouais, mine de rien. Travaux facturés, services vendus, si c'est une prestation de service, c'est ici que vous allez constater le produit. Donc le code général a dit livraison de biens, prestation de services, travaux et importation. Ensuite, vous avez les produits accessoires, c'est-à-dire vous vendez la marchandise et vous assurez vous-même la livraison pour le client. Mais ça, est-ce que vous allez le faire gratos? Parce que vous allez payer le transporteur, vous allez utiliser le carburant. Des fois, si c'est en dehors de Dakar, vous allez passer par l'autoroute à péage. Au moins payer 1400 ou 6000.
ou bien aller prendre Ila Touba, ça, vous allez le récupérer, soit avec une marge ou sans marge, mais vous allez l'inscrire dans la facture comme produit facturé. Sinon, vous allez perdre. Hein. Vous allez perdre. C'est comme actuellement avec les restaurants, les fast-food. Ils ont des scooters. Et sur chaque quai, ils ont découpé en zones de manière forfaitaire. Si c'est à l'intérieur de Dakar, même à côté de Gémont, là, c'est 500. Hein? Des fois 300, entre 300 et 500. Il y a même des ingénieurs là qui ont créé des sociétés de livraison via scooter. C'est, comment ça s'appelle? Hein? Carapide. Il y a PAPS là, je ne connais pas. Il y a PAPS. Il parle de PAPS. Moi, je ne connais pas l'acronyme. PAPS. PAPS, il travaille avec Decathlon. Voilà. Donc moi, j'ai ouvert un truc en ligne, Decathlon, c'est juste pour savoir comment ça marche, quoi. Vous sélectionnez les articles, mais dans les 48 heures, ils vous livrent via les PAPS là. Bon, tout ça, c'est les produits accessoires. Voilà, 71 subventions d'exploitation. Donc, il y a deux types de subventions, trois types. Subventions d'investissement pour acheter, par exemple, l'agripreneur là. Le tracteur, ça coûte cher. L'État vous subventionne pour acheter le tracteur. Vous le mettez dans 14 subventions. On ne l'a pas vu dans les trucs là. Maintenant, si c'est pour financer l'exploitation, vous allez le mettre dans le 71. Il y a une subvention exceptionnelle, on le verra dans les comptes 88, c'est les subventions d'équilibre. D'habitude, les entités qui reçoivent des subventions, c'est les établissements publics ou bien les entreprises publiques, comme les hôpitaux, les agences publiques, ainsi de suite. Production immobilisée, je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous l'avais dit la fois dernière, on produit et on immobilise au lieu de vendre directement. 73 descendait, ça doit être production, remontez un peu, ça doit être production stockée. Voilà, variation stock de biens et services produits et services produits. Hein. Descendez, autres produits, revenus financiers et produits assimilés. Là où on paye des intérêts, on encaisse des intérêts. Voilà. Les gars là qui sont, je ne sais pas si vous les connaissez, les cambistes. Donc ils manipulent beaucoup d'argent. Il y a même un certain temps là, quelqu'un a été tué sur Liberté 6. Ben eux, tout ce qu'ils font comme gain, ils vont le mettre dans revenus financiers. Eux, ils ont des devises, par exemple, ils ont le dollar, ainsi de suite. Vous venez, vous échangez, mais ils prennent leur commission. Cette commission, ils vont le mettre ici. 78, reprise d'amortissement. Un amortissement devenu sans objet, on le reprend. Quand on vend le matériel en cours d'amortissement, avant de le vendre, il faut reprendre les amortissements pratiqués. 79, c'est pareil pour les biens qui font l'objet de provision. Et maintenant, ici, vous avez les comptes des autres charges et des autres produits, des hors activités ordinaires. Donc, tout ce qui est 8 impair 81, c'est des charges HAO. 82, c'est des produits HAO. Donc, tout ce qui est impair, c'est charge. Tout ce qui est impair, charge. Tout ce qui est pair, produit. Et ils disent, les remplacements possibles, c'est ça. Parce qu'il y a eu un débat avec la révision du SUSQUA. Certains disaient que bon, la partie HAO, ça n'a pas de sens. Hein? Il faut le remplacer par des comptes ordinaires. D'autres disent non, nous on est orthodoxe, on maintient. Bon, le débat est en cours et le jour où on tranche, soit on les laisse ou bien on va les verser dans les autres comptes. Parce qu'ils disent que exceptionnel, ça n'existe pas en entreprise. Descendez. Descendez. C'est les mêmes comptes. Hein. Voilà, donc ici, subvention d'équilibre. Vous êtes une entreprise publique,
l'État vous a investi d'une mission de service public. En fin d'année, même la subvention d'exploitation qu'elle vous a donnée ne permet pas de couvrir toutes vos charges. Pour équilibrer, elle vous donne une subvention d'équilibre. Donc, je vous l'avais dit, participation des travailleurs au fruit de l'expansion. Ça, c'est les fameux 13e mois, bonification, ainsi de suite. Et 89, le produit qui nous intéresse, nous, l'impôt sur le résultat. Si on s'est déclaré au réel. Parce qu'il y a le réel et il y a le forfaitaire. Ça, on le verra dans le cours. Donc, c'est bon? Question? Je dis, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la reprise des provisions et des amortissements? À la reprise des amortissements et des provisions. C'est-à-dire, amortissement, provision, comme je vous l'avais dit, en résumé, quoi, pour des non-comptables, c'est comme si vous faites des réserves. C'est-à-dire, vous déclarez fictivement une perte ou bien une charge pour juste, pendant la durée d'amortissement, faire des réserves. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si entre-temps, vous devez sortir le bien du patrimoine, mais ce que vous avez fait comme réserve là, c'était une charge, mais vous devez solder les réserves qui étaient au crédit par le crédit d'un compte de produits fictifs. C'est tout. Donc, il y a des charges non décaissables qui étaient générées en amont. Ici, vous allez les reprendre par des produits non encaissables. C'est tout. C'est ça le principe des reprises d'amortissement et des reprises de provision. Ça vient en atténuation des charges que vous aviez déclarées auparavant. Pour des non-comptables comme vous, quoi. Sinon, ça aurait été des vrais comptables, on a les tac, débit, crédit, ici, ça allait être compliqué. Et après, certains vont me détester. C'est bon? Donc, on répond aux questions de nos amis. Donc, Bamba Fall Petit Mbao, différence entre comptabilité matière, rôle et comptabilité financière. Donc, vous n'avez pas fini, hein? Mais on vous donne l'autorisation de... Donc, comptabilité matière, c'est tout ce qui est suivi de stock, suivi des immobilisations, inventaire. Il y a des entrées, il y a des sorties. Et en fin d'année, il faut donner, par exemple, il y a 10 trucs, 10 ordinateurs qui sont rentrés, 5 sont sortis. Auparavant, il y avait 5. Donc, il faut qu'en fin d'année, qu'on puisse retracer tous ces mouvements-là et dégager le solde en fin d'année. Et ça, il faut le rapprocher de la comptabilité financière. Quand vous achetez, il y a entrée stock et sortie stock. Mais en contrepartie, il y a entrée d'argent ou sortie d'argent. Ce qui fait qu'en fin d'année, vous devez, au niveau de la comptabilité matière, faire l'inventaire physique et rapprocher ça de la comptabilité théorique qu'on appelle comptabilité financière ou comptabilité générale de l'entreprise. Maintenant, si vous voulez approfondir, envoyez-moi un mail et je vais vous répondre davantage. Deuxième, c'est Saliou Sec, môle 8. Différence entre immobilisation corporelle et incorporelle, ça on l'a vu, il faut juste lire le cours. Donc immobilisation corporelle, c'est ce qu'on peut toucher, alors que immobilisation incorporelle, ça n'a pas de corps. Et dans la classification du plan, on va voir la liste de tout ce qui est immobilisation incorporelle, comme le fonds de commerce, ainsi de suite, les logiciels, et tout ce qui est corporel, c'est de 22 à 24. Donc corporel, c'est 21, incorporel, 21, corporel, 22, 23, 24. Financière, 25, 26, 27. Omar Sy Louga, norme définissant la durée d'un cycle court ou long en parlant de production. Bon, ça, qui peut m'aider? Cette question pertinente de Omar Sy. Est-ce qu'il y a une norme définissant la durée d'un cycle court ou long? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en comptabilité, tout ce qui est supérieur à 1 an, c'est du long terme. Long ou moyen terme. Et tout ce qui est inférieur à 1 an, en comptabilité, c'est du court terme. Tout ce qui ne dépasse pas 1 mois, c'est de l'immédiat. C'est le cash.
Donc, si on veut répercuter ça à la comptabilité, tout ce qui est trésorerie, c'est de l'immédiat. Tout ce qui est créance, stock, c'est du court terme. Et tout ce qui est immobilisation incorporelle, corporelle et financière, c'est du long ou du moyen terme. Voilà. Maintenant, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est à vous-même de définir tout ce qui est cycle long ou tout ce qui est cycle court. Moi, dans le cadre de mon entreprise agricole, j'aurais été vous, tout ce qui est poule pondeuse, pour moi, c'est du cycle long. Parce que ça reste plusieurs mois. Tout ce qui est poulet de chair, pour moi, c'est du cycle court parce que ça ne dépasse pas 45 jours. C'est comme avec les arbres fruitiers et le maraîchage. Par exemple, vous prenez le piment, moi je peux le qualifier de cycle court. Mais tout ce qui est mangue, citron, il paraît que ça marche bien maintenant. Et papaye. Wow, ça marche bien. Moi, je le mets en cycle moyen. Parce que papaye, il paraît que 8 mois, ça commence à produire. 4 mois. Si c'est bien greffé. Alors que si c'est citron, lime de Tahiti, ou bien l'autre là, c'est au moins 1 an ou 1 an et demi pour produire. Voilà. Quand c'est le piment, c'est combien? 6 mois. 6 mois. Donc c'est à vous d'analyser votre activité et vraiment de voir ce que vous qualifiez de cycle long ou bien de cycle court. Et derrière, si vous devez solliciter un financement, soit demander une facilité de caisse, un crédit de trésorerie ou bien un emprunt. Parce que l'emprunt peut durer 1 an. C'est à vous de voir auprès de votre banque. C'est bon? Une question. Ça a été posé par Mme Fall depuis Mbour. Madame Fall. Mariam Fall. Mariam. Oui, Mariam Fall. Mariam Fall Mbour, oui. Voilà. Donc elle dit comment passer une écriture de reprise d'amortissement. Écriture de reprise d'amortissement. Oui. Voilà, donc quand on amortit, on fait 6,68, dotation aux amortissements, par le 28, amortissement. C'est ça que j'appelle la réserve. Quand on fait une reprise d'amortissement, aïe, je le mets en rouge, reprise d'amortissement, on reprend la réserve, on fait 28 par le 78, c'est tout. Là, on avait créé une charge fictive, on crée une recette fictive. C'est bon? Une deuxième question. Ah, ils ont de l'entrain aujourd'hui. Comment? Oui? Ça a été posé par monsieur Dame Diop. Dame Diop. Depuis Saint-Louis. Dame Diop, Saint-Louis. On le salue? Oui. Oui? Il dit, quand l'État vous subventionne suite à l'incendie de votre entreprise. Subvention État sur incendie, oui. Oui, il dit, c'est quel genre de subvention? Incendie entreprise, ça c'est subvention. Oui. Ce n'est ni d'exploitation, activité normale, ni d'investissement, mais une subvention d'équilibre. C'est bon? Oui. Et il y a M. Ndao. 6, oui. M. Ndao depuis Wakam. Ndao. Ndao, oui. Mamor Ndao. Ndao Mamor, oui. Est-ce que les principes comptables OHADA sont aussi appliqués au système IFRS? Comptable OHADA appliqué au système IFRS. Au système IFRS. IFRS. Voilà, IFRS. IFRS, c'est les normes comptables. Normes comptables
international du privé. Parce que nous, on a des normes comptables internationales qu'on appelle IPSAS. Maintenant, les principes comptables OHADA s'inspirent. Voilà. Parce que les principes, ce n'est pas des normes. Les normes, c'est codifié et trucs. Si vous voulez entrer dans le site de IFRS Board, hein, vous allez voir ce qu'est une norme. C'est un document très volumineux où ils vous disent, pour comptabiliser les immobilisations, voilà les trucs à faire, les conditions à respecter. Donc, le CISCOA, il édicte des principes qu'il faut respecter pour avoir une bonne comptabilité, mais qui s'inspire des normes comptables internationales. Maintenant, quand le commissaire au compte vient en fin d'année, lui, il va regarder le CISCOA d'un côté, regarder les normes et voir si vous avez fait une convergence par rapport à leur application. C'est bon? Ensuite, c'est bon? Oui, c'est bon pour le moment. Donc, on attaque le chapitre 2 et on aura l'opportunité de vous entendre. Oui, monsieur. Juste une dernière question. Oui. Ça a été posé par M. Julien Latissard. Oui. Depuis Bel Air. Ah, il n'y a pas le cours de bilan et compte de résultats ici. Oui, allez-y, oui. Il dit, pour la constitution des réserves, quelle est la norme? La constitution? La norme est... Il s'appelle comment? Julien Latissard. Julien Latissard. De Bel Air. Bel Air, oui. Donc il dit, pour la constitution des réserves, quelle est la norme en termes de pourcentage? 2 points normaux en pourcentage. Voilà. Donc la norme, d'abord, il faut le bénéfice, dans le cadre de la distribution du bénéfice, d'après l'OHADA, si je ne me trompe, il faut faire une dotée 10% en réserve légale. N'est-ce pas? Ensuite, il faut faire une dotation en réserve statutaire. Et là, le pourcentage, il est défini dans les statuts, c'est contractuel. Hein? Et enfin, il faut faire la dotation. Donc là, c'est les statuts. Hein? Et ensuite, il faut faire la dotation en réserve libre. C'est tout. Hein? Monsieur. Donc, entre-temps, Mounir, si tu peux nous copier le fichier cours, le deuxième cours, quoi. C'était quel fichier? C'est un fichier Excel? Bilan et compte de résultats. C'est un fichier PDF. Ça se trouve sur la machine. Ah, à quel niveau? Le dossier est déjà ouvert. Sur la barre des tâches, donc vous l'ouvrez. C'est dans le dossier Saloum Diop. C'est déjà ouvert. Dans Saloum Diop, il y a juste le plan comptable. Il y avait 2 fichiers PDF, bilan et compte de résultats. Attends, je vais voir. En fait, dans l'envoi par mail, j'ai interverti quoi. Là où il y avait plan comptable, j'ai mis cours de bilan. Et là où il y avait vice-versa, quoi. D'accord, je vais voir ça. Monsieur. Oui. En fait, j'ai dit concernant les normes comptables internationales. Oui. Est-ce que ces normes-là ne sont pas beaucoup plus adaptées aux entreprises cotées en bourse? Cotées en bourse? Oui. Non, du tout. Les entreprises... Vu que l'IOMA voulait les adopter, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas défini en fait... adopter les normes? Oui, les normes, les IFRS. C'est-à-dire, l'OHADA s'est inspiré des normes. Donc, implicitement, l'OHADA a adopté les normes comptables internationales. Hein. Puisque la plupart des entreprises cotées en bourse, comme par exemple les CAC 40, oui. ou bien les Dow Jones, ces entreprises utilisent ces normes internationales. Oui, c'est pourquoi ils ont révisé le CISCOA. Oui, maintenant je dis, est-ce que ça c'est pas beaucoup plus lourd que pour les entreprises, une simple entreprise ou
Je pense qu'il n'est pas coté en bourse. Non. Parce que là, la révision du SYSCOA, la raison de la révision du SYSCOA, c'est de s'approcher davantage des normes comptables. Et si vous regardez le bilan maintenant et le compte de résultat, il s'apparente à celui préconisé par l'organe qui édicte les normes sur le plan international. Voilà, maintenant, les entreprises cotées en bourse, ça c'est pratiquement les sociétés anonymes, quoi. Ça c'est d'autres règles. Mais ils vont tenir tous les mêmes modalités en matière de tenue des comptes. Hein. Bon, je ne pense pas. Hein. Peut-être que les autres ont un avis contraire, mais moi je ne pense pas. Pour moi, ça n'a aucun lien. C'est bon? On pourra encore approfondir après. Donc, on attend Mounir.